On a tous en tête cette fameuse phrase « corrélation n'est pas causalité ». Ok, mais et après, on fait quoi de ça? Comment on passe d'un simple constat à une vraie compréhension des causes et des effets? Eh bien aujourd'hui, on va explorer l'outil qui permet justement aux algorithmes de franchir cette limite et de commencer à répondre à la question la plus importante de toutes, pourquoi? Voilà la question à 1 million. Savoir que les ventes de glace augmentent en même temps que les noyades, ça nous aide pas vraiment à comprendre que c'est la chaleur la cause commune. Et pour prendre des décisions intelligentes, que ce soit en médecine, en économie ou en marketing, on est obligé d'aller plus loin que de simples observations. Il nous faut un moyen, une méthode, pour séparer la coïncidence de la vraie relation de cause à effet. Allez, on plonge directement dans le cœur du sujet. Voici l'idée qui change absolument tout. D'un côté, il y a l'observation passive. Si on voit que le sol est mouillé, quelle est la probabilité qu'il ait plu? Logique. De l'autre côté, il y a l'intervention active. Si on fait en sorte que le sol soit mouillé, en prenant un arrosoir par exemple, quelle est la probabilité qu'il ait plu? Nulle, évidemment, c'est nous qui avons agi. Cette petite distinction, elle peut paraître simple, mais elle est à la base de toute l'inférence causale moderne. Cette différence fondamentale entre voir et agir, c'est notre point de départ. Alors voyons ensemble comment la science des données a appris à maîtriser ce défi. Voici notre programme. On va commencer par bien poser cette distinction entre voir et agir. Puis on découvrira la révolution qui nous a permis d'aller plus loin. Ensuite, on apprendra le langage de l'intervention, avec ses 3 règles fondamentales. Et enfin, on verra comment tout ça s'applique dans le monde réel, avant de se demander ce que l'avenir nous réserve. Pour bien saisir l'importance de ce concept, il faut faire un petit bond dans le passé. Pendant des décennies, les statistiques étaient super fortes pour décrire des relations, des corrélations, mais il manquait quelque chose, un langage formel pour parler de causalité, sans être obligé de faire des expériences contrôlées qui coûtent une fortune. C'est précisément là qu'une petite révolution a eu lieu. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. L'idée, c'était de pouvoir estimer un lien de cause à effet à partir de données qu'on a juste observées, même dans des systèmes hyper complexes. En gros, comment on fait pour trouver la cause et l'effet dans le bazar du monde réel? C'est exactement le problème que le dos-calcul est venu résoudre. Alors, si on devait retenir 2 dates clés, ce serait celle-ci. En 1995, Judea Pearl, un véritable pionnier de l'IA, a introduit le dos-calcul. Il a enfin offert un cadre mathématique pour modéliser ses interventions. Et puis, 2006, un moment super important, on a prouvé que sa théorie était complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une relation de cause à effet peut être identifiée à partir des données, eh bien, le dos-calcul la trouvera. C'est une garantie qui est juste incroyablement puissante. Bon, il est temps de faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, l'opérateur par dos. C'est lui, l'outil qui nous permet de poser mathématiquement des questions du genre « Et si on faisait ça ?» au lieu de simplement demander « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, c'est quoi exactement cet opérateur do? C'est une instruction mathématique qui dit au modèle « Écoute, ne te contente pas d'observer le système, non, non. Force la variable x à prendre la valeur x et ensuite seulement, regarde ce qui se passe pour le reste. » Pensez-y comme un essai clinique. On n'observe pas juste qui prend un médicament. On force un groupe à le prendre, c'est le fameux do médicament égale oui, pour voir son effet réel, peu importe les raisons pour lesquelles une personne aurait choisi le prendre ou pas de son côté. Pour se représenter tout ça, on utilise des schémas qu'on appelle des graphes causaux, ou des DAG. Chaque bulle, c'est une variable, et chaque flèche, c'est une influence causale directe. Ici, par exemple, avant toute intervention, on voit que la variable xd a un impact à la fois sur xa et sur xb. C'est le système, disons, dans son état naturel. Et voilà, c'est là que la magie de l'opérateur double opère. Regardez bien, l'opération double de xa vient couper, littéralement chirurgicalement, la flèche qui partait de xd pour aller vers xa. On brise le lien qui existait naturellement. Maintenant, xa n'est plus déterminé par ses causes habituelles, c'est nous qui fixons sa valeur de l'extérieur. C'est vraiment une intervention chirurgicale sur notre modèle du monde. Et c'est ça qui nous permet d'isoler l'effet qu'on veut mesurer. Ok, l'opérateur est puissant, c'est une chose, mais comment on l'utilise? Eh bien, le do-calcul nous donne une sorte de grammaire, un ensemble de 3 règles qui nous permettent de manipuler nos expressions causales. Le but du jeu, transformer une question causale en quelque chose qu'on peut calculer avec nos simples données d'observation. Pour que ce soit plus concret, on va suivre un exemple, la relation entre le tabac et le cancer du poumon. La première règle, c'est un peu la règle du bon sens. Elle nous aide à simplifier le problème. En gros, elle dit qu'on peut ignorer certaines informations si notre intervention les a rendues inutiles. Imaginez qu'on cherche à savoir si le tabac cause des dépôts de goudron.
Si notre intervention, c'est de forcer un groupe à fumer, fumer, oui, alors savoir si ce groupe avait une prédisposition génétique au tabagisme, ça ne nous sert plus à rien pour cette question précise. Pourquoi? Parce que notre intervention a court-circuité cette information. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. En forçant une variable, on s'autorise à ignorer certaines de ses causes. C'est une façon très formelle de dire « ici, je sais déjà ce qui se passe, parce que c'est moi qui contrôle ». Passons à la deuxième règle. Celle-ci, c'est sans doute la plus puissante de toutes. C'est vraiment elle qui fait le pont entre le monde de l'expérimentation et celui de l'observation. Elle nous donne les conditions exactes qui nous permettent de remplacer une question sur une intervention, donc un do, par une simple observation dans nos données. Un chemin dérobé. Qu'est-ce que c'est? Dans notre exemple, on pourrait imaginer qu'une prédisposition génétique pousse à la fois les gens à fumer et qu'elle augmente leur risque de cancer. C'est une cause commune qui crée une corrélation, mais qui n'est pas un lien de causalité directe de l'un vers l'autre. La règle 2 nous dit que si on peut mesurer et bloquer statistiquement ce chemin dérobé, par exemple en ajustant nos calculs sur ce facteur génétique, alors observer le cancer chez les fumeurs dans nos données revient exactement au même que de les avoir forcés à fumer. C'est la justification mathématique de l'ajustement sur les facteurs de confusion. Et enfin, la troisième règle. C'est une autre règle de simplification. Elle dit que si une intervention sur une variable z ne peut d'aucune manière affecter notre résultat y, alors on peut tout simplement l'ignorer dans notre calcul. C'est la règle la plus intuitive, franchement. Si on veut mesurer l'effet du tabac sur le cancer du poumon, on peut ignorer une intervention sur la couleur des yeux des participants. Ça paraît évident, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun chemin causal plausible entre la couleur des yeux et le cancer. Cette règle nous permet d'élaguer le problème pour se concentrer sur l'essentiel. Bon, maintenant qu'on a vu les règles du jeu, comment ça se traduit en pratique? Comment les chercheurs, les ingénieurs utilisent ces outils pour résoudre de vrais problèmes tous les jours? Alors voilà le processus typique, celui qu'on retrouve par exemple dans des bibliothèques Python comme do-while. D'abord, on modélise, on formalise nos connaissances et nos hypothèses dans un graphe. Ensuite, on identifie. L'algorithme utilise le do-calcul pour essayer de trouver une formule calculable. Si c'est bon, on estime. On applique cette formule à nos données. Et enfin, une étape cruciale, la réfutation. On met nos hypothèses à l'épreuve. On se demande « et si mon graphe était faux ?» On teste la solidité de nos conclusions pour être sûr qu'elles ne reposent pas sur du sable. Et les applications sont juste énormes. En médecine, on peut décomposer l'effet d'un traitement pour savoir s'il agit directement ou via un autre mécanisme. En marketing, on peut savoir si une pub a augmenté les ventes directement ou juste en améliorant l'image de la marque. En logistique, on peut identifier le vrai goulot d'étranglement dans une usine. Bref, on passe de la simple analyse de tableau de bord à de la vraie prise de décision basée sur la compréhension des causes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le do-calcul a résolu un problème énorme, mais il a aussi ouvert la porte à de toutes nouvelles questions et de nouvelles façons de penser la causalité. Regardez cette comparaison. À gauche, à l'intervention do classique, on force une variable, on casse son fonctionnement normal. À droite, un concept un peu plus subtil, l'info-intervention. Imaginez qu'au lieu de forcer une personne à prendre un médicament, on arrive à la persuader qu'elle l'a pris. Un peu comme un effet placebo. On n'a pas changé le mécanisme physique, mais on a changé l'information qu'elle a reçue. C'est ce genre de nuance que la recherche explore en ce moment. Au final, on a les outils pour passer des données brutes à une véritable connaissance causale. Mais ça soulève une question encore plus grande. Maintenant qu'on peut modéliser et quantifier les effets de nos actions avec autant de précision, quelles interventions on va oser mettre en place pour s'attaquer aux problèmes les plus complexes, de la santé publique au changement climatique? La question n'est plus seulement « est-ce qu'on peut savoir ?», mais bien « qu'est-ce qu'on choisit de faire de ce savoir ?»